Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire de l'actualité, le Maroc se prépare pour des élections législatives ce 7 octobre, un scrutin qui déterminera qui des deux rivaux politiques, le parti au pouvoir, le PJD ou le PAM, obtiendra le plus de sièges. Le dialogue national en République démocratique du Congo, toujours dans l'impasse. L'opposition exige le départ du président Joseph Kabila à la fin de son mandat en décembre 2016, alors que le scrutin présidentiel a été fixé à 2018. Et la CAF, la Confédération africaine de football, adopte une mesure qui limite à 3 le nombre de mandats maximum pour le président de l'institution, mais aussi les membres du bureau exécutif. Élections législatives au Maroc. Le scrutin aura lieu ce vendredi 7 octobre. Ce sont plus de 15 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Double enjeu pour ces élections, le taux de participation et l'affrontement entre le PJD, le Parti de la Justice et du Développement, à la tête du gouvernement depuis 2011, et les libéraux du PAM, Parti Authenticité et Modernité. C'est un sujet qui nous a été préparé par Zahra Mohamed Moutiou. 394 députés doivent être élus ce 7 octobre au Maroc. 7000 candidats se présentent à ces élections législatives. Un scrutin présenté comme un face-à-face entre le Parti de la Justice et du Développement, à la tête du gouvernement depuis 5 ans, et le Parti Authenticité et Modernité, réputé proche du pouvoir. Une bipolarisation donc, résultat notamment d'une gauche éparpillée. Les partis politiques au Maroc ont subi ces dernières années une véritable restructuration, mais aussi dans la division qui a pu renforcer à l'évidence le PJD. Et puis le palais royal a suscité notamment des vocations, et puis le PAM fait partie de ces nouveaux partis qui ont été presque, je dirais, initiés par les collaborateurs directs du roi. Aujourd'hui, cette bipolarisation va s'exprimer avec évidemment le bilan du PJD au pouvoir, à travers le gouvernement Ben Kairan. Du côté des électeurs, ils sont 15 millions à être attendus aux urnes. Et comme en 2011, peu d'engouement autour de ces élections législatives. Les Marocains sont d'une certaine façon désabusés par le jeu des partis, et puis ils ont l'impression d'être complètement des spectateurs par rapport à ce monde-là. Il y a le phénomène dans les grandes villes, ça peut intéresser, mais le Maroc profond, véritablement, son univers mental est très éloigné de cela. 5 ans après le bouleversement né des printemps arabes, ces élections seront un test pour les équilibres politiques au sein du royaume. Même si les observateurs annoncent une confrontation entre les nationalistes du PJD et les libéraux du PAM, le spectre de l'abstention plane bel et bien sur ces élections. Et sachez qu'un sommet international pour trouver une sortie à la crise politique de la République démocratique du Congo aura lieu le 26 octobre. Ce sera à Luanda, la capitale angolaise, une réunion organisée conjointement par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, l'ONU, la SADC et l'Union africaine, puisque, rappelons-le, le calendrier électoral fait débat dans le pays. Un dialogue national a été initié par le président Joseph Kabila, mais une large frange de l'opposition a décidé de le boycotter. Elle refuse en effet le glissement du calendrier électoral et la prévision du scrutin présidentiel pour 2018. L'opposition exige que le président Joseph Kabila mette un terme à ses fonctions à la fin de son mandat, c'est-à-dire au mois de décembre 2016. C'est un sujet qui nous a été préparé par Maria Madramé. La majorité présidentielle congolaise rejette les résolutions du conclave de l'opposition. La plateforme réunie autour d'Étienne Tshisekedi s'est penchée sur la situation actuelle du pays, notamment l'organisation de la présidentielle. L'opposition avait donc réclamé une transition à partir du 20 décembre 2016, une proposition critiquée par la majorité présidentielle. Ce conclave est tout sauf un dialogue, parce qu'il s'agit en réalité d'une séance de radicalisation et d'endoctrinement des partisans, des adeptes de M. Tshisekedi, disons leur volonté d'ignorer tout schéma démocratique en faveur d'un schéma de chaos. Ceci traduit leur détermination à ne pas respecter la Constitution pour pouvoir réaliser leur projet
séditieux de prendre le pouvoir par la violence de la rue et le chaos. Cette conclave du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a pris fin ce mardi 4 octobre 2016. Elle propose plusieurs résolutions, des décisions qui dans l'ensemble s'opposent au consensus qui se dégage au dialogue en cours. Pour le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, à partir du 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila ne pourra plus engager la République démocratique du Congo tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Malgré les divergences sur le calendrier proposé par la commission électorale, le dialogue politique se poursuit. Même si l'essentiel de l'opposition et l'Église catholique n'y participent pas, le gouvernement espère que l'accord politique issu du dialogue permettra à la République démocratique du Congo de sortir de cette impasse politique. L'Éthiopie ouvre une nouvelle voie ferrée vers Djibouti. Le projet a été financé à hauteur de 70% par la banque chinoise China Exim Bank. La part restant a été apportée par le gouvernement éthiopien. La nouvelle ligne ferroviaire permettra d'améliorer les transports et les échanges commerciaux entre l'Éthiopie et Djibouti et dynamisera l'un des facteurs clés à l'émergence du continent africain, l'intégration régionale. C'est un sujet de Birama Saounera, commenté par Corinne Kamdem. L'Éthiopie a inauguré ce mercredi 5 octobre une nouvelle ligne de chemin de fer. Elle relie la capitale éthiopienne Addis Abeba à Djibouti. Financée à hauteur de 4 milliards de dollars, cette nouvelle ligne qui fait 750 km de long permettra de désenclaver l'économie éthiopienne et fructifier les échanges avec ses voisins. C'est une partie du réseau transferroviaire africain qui permettra de relier l'Éthiopie aux autres pays voisins. Il permettra également de minimiser le coût et le temps de transport, réduisant ainsi la pollution car il utilise les énergies renouvelables. China Railway Group et China Civil Engineering Construction Corporation sont les deux entreprises chinoises qui se sont partagées la construction de cette ligne. Toutefois, les autorités éthiopiennes garantissent que plusieurs ingénieurs nationaux sont en formation en Chine. Objectif : garantir progressivement leur autonomie dans la gestion des opérations de construction de chemins de fer. Nous formons des ingénieurs civils, mécaniques et des chemins de fer électriques dans plusieurs universités en Russie, en Chine et à Addis Abeba. Ils commenceront bientôt à travailler avec la précieuse expérience chinoise. Notre ambition, c'est d'être autonome dans le cadre de la construction des infrastructures dans notre pays. Ce train reliant Addis Abeba à Djibouti est la première étape d'un vaste réseau ferroviaire. En effet, l'Éthiopie entend construire 5000 km de voies ferrées d'ici 2020. Pour l'heure, la nouvelle ligne observera une période de test de 3 mois, durant laquelle le train ne transportera uniquement que des marchandises. L'Assemblée générale de la CAF, la Confédération africaine de football, a adopté une mesure qui limite à 3 le nombre de mandats maximum pour le président de l'instance dirigeante du football africain. Les mandats du président et des membres du bureau exécutif sont désormais limités à 12 ans maximum, soit 3 mandats de 4 années. Une réforme largement saluée dans le milieu sportif du continent africain. C'est un sujet de Déocratia Spodo. À partir de la prochaine Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football qui se tiendra en mars 2017, le nombre de mandats au sommet de l'instance continentale sera limité à 4 ans renouvelables 2 fois. Cette nouvelle mesure de limitation des mandats qui s'appliquera également aux membres du comité exécutif permet donc à la CAF de s'aligner sur les nouveaux statuts de la FIFA adoptés en février 2016. Issa Hayatou, l'actuel dirigeant du football africain en poste depuis 1987, aura également la possibilité de briguer 3 nouveaux mandats s'il le souhaite. Je crois qu'en termes de gouvernance au niveau des différentes institutions, que ce soit sur le plan social, politique et sur le plan sportif, il serait important qu'on puisse penser, n'est-ce pas, à une limitation des mandats. Parce qu'imaginez après 28 ans, si on peut encore faire 3 mandats, ça fait beaucoup. Puisqu'au niveau de la FIFA, cela a été également décidé, on veut une gouvernance, disons, vertueuse au niveau des institutions, il va falloir penser à cela. Et bon, c'est quand même une avancée, s'ils ont décidé de limiter le mandat, mais après 28 ans, s'il doit encore faire d'autres mandats, oui, ça fait quand même assez long. Débattu depuis plusieurs années dans le milieu sportif,
La question de la limitation du mandat du président de la Confédération africaine de football est aujourd'hui jugée révolutionnaire selon plusieurs analystes. L'annonce de la mesure qui intervient à la veille de la célébration du 60e anniversaire de l'institution semble surtout marquer une étape importante dans le processus de développement de l'organe. Les dirigeants du football africain annoncent une large consultation à l'échelle de toutes les associations membres de la CAF afin de mettre sur pied une cellule chargée de suggérer la mise en place de réformes supplémentaires. Si on a vu des scandales au niveau de la FIFA et d'autres institutions internationales, il va sans dire que la CAF est un membre de la FIFA et la FIFA ne doit pas faire l'économie, n'est-ce pas, de se sortir des situations. La gouvernance ne doit pas être l'apanage uniquement de l'institution, donc on doit se faire à tous les niveaux, étant entendu que la CAF est membre de la FIFA et que le président de la CAF est vice-président de la FIFA. Donc vous comprenez que ce qui fait à la FIFA doit avoir des répercussions sur le continent africain, et si tant est qu'on veuille que le football africain puisse aller de l'avant au niveau des résultats et puis même au niveau simplement de la gouvernance. La Confédération africaine de football ambitionne à court, moyen et long terme d'améliorer la gouvernance, la compétitivité et le professionnalisme du football africain. À compter de 2017, le bureau exécutif fera face à plusieurs défis importants. Il s'agira sans doute de garantir le développement du football africain et son rayonnement à l'échelle mondiale. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.